Nous fêtions l'anniversaire de ma fille de 7 ans dans un restaurant en bord de mer. Tout le monde était arrivé, et au moment de couper le gâteau, ma sœur s'est mise à pleurer en disant « Ce n'est pas juste. Pourquoi personne n'a fait ça pour ma fille ?» Puis elle a poussé ma fille par-dessus la barrière, dans la mer, et a commencé à détruire toutes les décorations. Quand j'ai essayé de sauter pour la secourir, mes parents m'ont attrapée par les cheveux en criant « Ne vois-tu pas que ta sœur a des difficultés ? Va l'aider. » J'ai hurlé « Ma fille est en train de se noyer. Lâchez-moi. » Mon père a ajouté « Toujours à tout ramener à toi. » Ma sœur a eu un sourire narquois en disant « Tu le mérites, à toujours mettre ta fille sous les feux de la rampe. » Mon mari, qui a entendu les pleurs de ma fille, a sauté à l'eau. Mais quand il est revenu avec elle, il était trop tard. Mais ce que je leur ai fait à tous les a laissés dans l'horreur. L'air salin mêlé au glaçage à la vanille aurait dû être la combinaison parfaite. Au lieu de cela, c'est devenu l'odeur que j'associerais au moment où tout s'est brisé. Ma fille Emma a eu 7 ans ce jour-là. 7 ans d'histoire avant de dormir, de genoux écorchés et de son rire qui ressemblait à des carillons. J'avais loué toute la terrasse supérieure du Marina Edge, un restaurant en bord de mer avec une vue panoramique sur l'océan. Des ballons blancs et dorés dansaient dans la brise. Un gâteau de princesse à 3 étages trônait sur la table centrale. Emma portait sa robe lavande préférée, celle avec la jupe en tulle qui lui donnait l'impression d'être une reine. Mon mari, Tyler, avait son appareil photo prêt, capturant l'excitation d'Emma à l'arrivée des invités. Mes parents sont arrivés en retard, comme d'habitude, avec ma sœur aînée, Vanessa, à leur suite. Elle avait amené sa fille de 9 ans, Ivy, qui a immédiatement gravité vers la table des cadeaux avec des yeux calculateurs. Ça a dû coûter une fortune, a dit Vanessa en examinant les décorations avec un sourire crispé. Certaines d'entre nous ne peuvent pas se permettre un tel luxe. Je me suis forcée à prendre une voix polie. Emma n'a 7 ans qu'une seule fois. Je voulais que ce soit spécial. La main de Tyler a trouvé la mienne, la serrant doucement. Il connaissait l'histoire. Vanessa avait toujours eu besoin d'être le centre de tout. Nos parents s'en étaient assurés. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, ils lui ont organisé une fête de fiançailles improvisée le même week-end. Quand j'ai annoncé ma promotion, ils se sont immédiatement concentrés sur les difficultés de Vanessa à trouver du travail. Le schéma ne changeait jamais. Mais aujourd'hui, il n'était pas question de vieilles blessures. Aujourd'hui appartenait à Emma. Les invités ont rempli la terrasse. Les amis d'Emma de l'école se couraient après autour des tables tandis que leurs parents discutaient près de la balustrade. L'océan s'étendait à l'infini devant nous, les vagues captant le soleil de l'après-midi. J'avais spécifiquement choisi ce lieu parce qu'Emma adorait l'eau. Elle m'avait supplié d'organiser sa fête, là où je peux voir tout l'océan, maman. Alors que le coucher de soleil approchait, Tyler a rassemblé tout le monde près de la table du gâteau. Emma sautillait sur place, son excitation contagieuse. J'ai allumé les 7 bougies pendant que tout le monde chantait. Les flammes vacillaient dans la brise côtière. Les yeux d'Emma pétillaient de pure joie. Vanessa se tenait en marge du groupe, son visage tordu en une grimace hideuse. Maman et papa l'encadraient, lui chuchotant des choses urgentes. J'ai essayé de les ignorer, me concentrant sur le bonheur d'Emma. Puis la voix de Vanessa a percé le chant. Ce n'est pas juste. Tout le monde s'est arrêté. La confusion s'est répandue parmi les invités. Vanessa s'est avancée, des larmes coulant sur son visage. Pourquoi personne n'a fait ça pour ma fille? Pourquoi a-t-elle droit à tout alors qu'Ivy n'a rien? Ma mère s'est immédiatement placée à ses côtés. Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tout ce spectacle a sangloté Vanessa, en faisant de grands gestes vers les décorations. Regardez tout ça. Pendant ce temps, l'anniversaire d'Ivy est passé avec à peine un cupcake. Personne ne se soucie d'elle. Personne ne se soucie jamais de nous. L'accusation flottait dans l'air. Je suis restée figée, le briquet à la main. Tyler s'est rapproché de moi, la mâchoire serrée. Plusieurs invités se sont sentis mal à l'aise. Vanessa, ce n'est pas le moment, ai-je dit doucement. Nous pouvons parler plus tard, mais s'il te plaît, non.
Elle s'est avancée vers la table. J'en ai marre que tu aies toujours tout. Le mari parfait, le travail parfait, la fille parfaite avec la fête parfaite. Avant que je puisse réagir, Vanessa s'est jetée sur Emma. Tout s'est passé au ralenti et à une vitesse vertigineuse à la fois. Les mains de Vanessa ont heurté les épaules d'Emma. Un cri perçant a déchiré l'air. La barrière derrière elle était basse, plus décorative que fonctionnelle. Emma est passée par-dessus. L'océan a englouti son petit corps avec à peine un clapotis. Sa robe lavande a disparu sous l'eau sombre. J'ai bougé instantanément, l'adrénaline effaçant toute pensée. La balustrade était à 1,50 m. Je pouvais la franchir, l'atteindre, la remonter. J'avais suivi une formation de sauveteur au lycée. Je pouvais sauver mon bébé. Une main a saisi mes cheveux, me tirant en arrière avec une force brutale. Une douleur a explosé sur mon cuir chevelu. J'ai crié, luttant contre la prise, mais d'autres mains ont agrippé mes bras. Ne vois-tu pas que ta sœur a des difficultés ? A hurlé la voix de ma mère à mon oreille. Va l'aider. Je me suis débattue sauvagement, essayant de me libérer. À travers ma panique, j'ai vu Vanessa détruire systématiquement les décorations. Elle a balayé la table des cadeaux, envoyant les présents valser. Elle a attrapé le gâteau et l'a projeté contre le mur. Tout ça pendant que ma fille se noyait. Ma fille est en train de se noyer, ai-je hurlé, me cabrant contre leur emprise. Lâchez-moi maintenant. Le visage de mon père est apparu devant le mien, rouge de colère. Toujours à tout ramener à toi. Ta sœur a besoin de soutien, et tu t'inquiètes pour un peu d'eau. Les mots n'avaient aucun sens. Rien n'avait de sens. Emma était sous l'eau. Chaque seconde comptait. Mes poumons me brûlaient comme si c'était moi qui me noyais. Vanessa s'est tournée vers moi, et ce que j'ai vu sur son visage me hantrait à jamais. De la satisfaction. Une satisfaction pure et non dissimulée. Tu le mérites, à toujours mettre ta fille sous les feux de la rampe. Peut-être que maintenant tu comprendras ce que ça fait de n'avoir rien. Tyler parlait à l'un des serveurs près de l'entrée de la cuisine quand le chant s'est arrêté. Plus tard, il m'a dit qu'il avait d'abord entendu les cris, puis le cri d'Emma quand elle a heurté l'eau. Il a couru. Pendant que mes parents me retenaient captive, pendant que Vanessa détruisait tout, pendant que les invités restaient paralysés par le choc, Tyler a franchi la balustrade et a plongé. L'eau était froide. Plus tard, il me parlerait du choc, de la force inattendue du courant, du fait qu'Emma avait déjà coulé sous la surface. Il a décrit sa recherche à l'aveugle, ses poumons hurlant jusqu'à ce que sa main effleure du tissu. Il a attrapé sa robe et a donné un coup de pied vers le haut. Je me suis enfin arrachée à l'emprise de mes parents au moment où Tyler a refait surface. Il tenait Emma dans ses bras, mais elle ne bougeait pas. Ses lèvres avaient une teinte bleutée. De l'eau coulait de sa bouche et de son nez. Tyler l'a hissé sur la terrasse. Quelqu'un avait déjà appelé le 911. Il a commencé la réanimation cardio-pulmonaire pendant que je rampais vers eux. Mes parents, oubliés. Les cheveux mouillés d'Emma collaient à son visage. Ses yeux étaient fermés. Allez, mon bébé, respirait Tyler entre les compressions. Allez. 30 secondes ont semblé durer 30 heures. Soudain, Emma a eu une convulsion, de l'eau jaillissant de sa bouche. Elle a haleté, toussé, et s'est mise à pleurer. Le plus beau son du monde. Je l'ai prise dans mes bras, sanglotant dans ses cheveux mouillés. Elle s'est agrippée à moi, tremblant violemment. Maman, c'est Vanessa qui m'a poussée. Pourquoi elle m'a poussée ? Par-dessus la tête d'Emma, j'ai regardé ma sœur. Elle se tenait au milieu des ruines de la fête, son visage réalisant enfin ce qu'elle avait fait. Pas du remords, de la peur. L'ambulance est arrivée quelques minutes plus tard. Les secouristes ont examiné Emma de fond en comble. Légère hypothermie, de l'eau dans les poumons, un choc sévère, mais elle allait survivre. Ils voulaient l'emmener à l'hôpital pour observation. Alors que les secouristes mettaient Emma dans l'ambulance, ma mère s'est approchée. C'était un accident. Vanessa ne voulait pas, éloignez-vous de nous. Ma voix est sortie plate, sans émotion. Vous tous, restez à l'écart.
Tu réagis de manière excessive, a dit mon père. Ta sœur traverse une période difficile. Tu dois être compréhensive. Quelque chose en moi s'est cristallisé en une résolution dure comme le diamant. Compréhensive? Elle a essayé d'assassiner ma fille. Vous m'avez retenu pendant qu'Emma se noyait. Nous allons demander une ordonnance de protection. Et il y a des enregistrements de sécurité de tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Le visage de Vanessa est devenu blanc. Ce n'était pas comme ça. J'étais contrariée et les choses ont dérapé. Tu as eu un sourire narquois, ai-je dit. Pendant que ma fille était sous l'eau en train de mourir, tu as eu un sourire narquois et tu as dit, tu le mérites. Tyler est monté dans l'ambulance avec Emma. Je l'ai suivi, me retournant une fois pour voir ma famille, debout au milieu des décorations détruites, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'ils avaient fait. À l'hôpital, des policiers ont pris nos dépositions. Emma, enveloppée dans des couvertures chauffantes, a décrit comment tante Vanessa l'avait poussée exprès. Tyler a tout confirmé. Le directeur du restaurant a fourni les enregistrements de sécurité le lendemain, après que la police a obtenu le mandat nécessaire. La vidéo était accablante. Des images d'une clarté cristalline de Vanessa poussant Emma par-dessus la balustrade, de mes parents me retenant. Le visage de Vanessa pendant la destruction, montrant une intention claire plutôt qu'une panique confuse. L'horodatage prouvait qu'Emma était restée sous l'eau pendant près de 2 minutes pendant qu'il m'empêchait de l'atteindre. L'inspectrice Brennan, une femme aux yeux bienveillants et à la voix calme, a regardé la vidéo 3 fois. C'est une tentative de meurtre, a-t-elle dit doucement. Possiblement des accusations de mise en danger d'enfants et de séquestration criminelle pour vos parents. Le procureur voudra poursuivre avec la plus grande fermeté. Faites-le, ai-je dit sans hésitation. Emma est restée à l'hôpital pendant 48 heures en observation. Tyler et moi nous sommes relayés à son chevet, sans dormir. Elle se réveillait périodiquement en proie à des cauchemars, pleurant à cause de l'eau froide et de l'impossibilité de respirer. Chaque fois, cela me brisait un peu plus. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé de messages. Vanessa me suppliait d'abandonner les charges, affirmant qu'elle avait eu une crise de nerfs. Ma mère m'a traité de vengeresse et de cruelle pour avoir impliqué la police. Mon père a envoyé un long texto sur la loyauté familiale et le pardon. Je les ai tous bloqués. Dans les 5 jours qui ont suivi, après que le procureur de district a examiné toutes les preuves, Vanessa a été arrêtée. Les accusations étaient nombreuses, tentative de meurtre, mise en danger d'enfants, agression. Mes parents faisaient face à des accusations pour m'avoir empêché de secourir Emma, qualifiée de mise en danger d'enfants et de séquestration criminelle. L'histoire s'est répandue dans notre communauté comme une traînée de poudre. Les invités de la fête ont posté des témoignages sur ce qu'ils avaient vu. Les nouvelles locales s'en sont emparées. Une sœur pousse sa nièce de 7 ans dans l'océan pendant une fête d'anniversaire, est devenue un titre régional. En 72 heures, mon téléphone est devenu une arme de guerre psychologique. Des parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années avaient soudainement une opinion. Ma tante Cécilia a appelé, en pleurant, disant que je déchirais la famille. Ils ont fait une erreur, sanglotait-elle. La prison ne réglera rien. J'ai raccroché. Une erreur, c'est d'oublier d'envoyer une carte d'anniversaire. Ce qu'ils ont fait était une cruauté calculée. La mère de Tyler, Patricia, est arrivée à l'hôpital quelques heures après avoir appris ce qui s'était passé. Elle est restée avec nous jusqu'à la sortie d'Emma 2 jours plus tard, puis s'est installée dans notre chambre d'amis. Elle préparait des repas que nous touchions à peine, répondait aux appels que nous ne pouvions pas gérer, et s'asseyait avec Emma pendant ses cauchemars quand Tyler et moi étions trop épuisés pour fonctionner. L'enquête policière s'est étendue d'une manière que je n'avais pas anticipée. L'inspectrice Brennan m'a appelé 6 jours après l'incident. Nous avons examiné le passé de votre sœur, a-t-elle expliqué. Saviez-vous qu'elle avait été licenciée de son dernier emploi pour comportement agressif envers l'enfant d'un collègue? Mon sang s'est glacé. Que s'est-il passé? Le collègue avait amené sa fille au bureau un vendredi décontracté. L'enfant avait 6 ans, apparemment très précoce et attirait beaucoup d'attention.
Votre sœur lui a dit qu'elle espérait qu'elle apprendrait ce qu'était la déception, et l'a enfermée dans un placard à fournitures pendant 20 minutes. L'entreprise a réglé l'affaire discrètement pour éviter la publicité. Je n'en savais rien. Vanessa avait prétendu avoir quitté ce travail à cause d'une direction hostile. Un autre mensonge dans une chaîne de tromperie sans fin. Il y a plus, a poursuivi l'inspectrice Brennan. Nous avons interrogé des voisins de son immeuble. Plusieurs personnes ont signalé un comportement préoccupant envers les enfants du bâtiment. Elle faisait des commentaires cruels aux enfants bien habillés ou excités par leur réussite. Un parent a dit que Vanessa avait dit à son fils qu'il atteindrait son apogée à l'école primaire et n'aurait plus rien à espérer après avoir gagné un concours d'orthographe. La femme avec qui j'avais grandi était devenue quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Ou peut-être avait-elle toujours été cette personne et avais-je été trop conditionnée pour le voir. Le pédiatre d'Emma nous a référé au docteur Sarah Nakamura, une psychologue pour enfants spécialisée dans les traumatismes. Notre premier rendez-vous a eu lieu 10 jours après la noyade. Emma était assise dans la salle d'attente, serrant son lapin en peluche, celui dont elle s'était lassée 2 ans auparavant, mais dont elle avait soudainement un nouveau besoin. Le bureau du docteur Nakamura semblait sûr, des couleurs douces, des meubles confortables, des jouets dispersés stratégiquement mais sans excès. Elle a parlé à Emma avec respect, jamais avec condescendance. J'ai entendu dire qu'il s'était passé quelque chose d'effrayant à ta fête d'anniversaire, a-t-elle dit doucement. Voudrais-tu m'en parler ou préférerais-tu faire un dessin? Emma a choisi de dessiner pendant 40 minutes. Elle a esquissé avec une concentration féroce. Quand elle a eu fini, elle s'était dessinée sous l'eau, entourée de gribouillis sombres. Au-dessus de la surface, des bonshommes allumettes regardaient. Une silhouette, clairement Vanessa, avait un sourire. Elle est contente que je me noie, a dit Emma doucement. Elle voulait que je meure. Le docteur Nakamura a croisé mon regard par-dessus la tête d'Emma. Le diagnostic était clair. Le chemin serait long. L'attention des médias s'est intensifiée. Une vidéo de la fête est devenue virale sur les réseaux sociaux, filmée par l'un des adolescents invités. 8 millions de vues en 2 semaines. La section des commentaires est devenue un enfer de jugements, de théories du complot et de psychologie de comptoir. Certains m'ont reproché d'étaler ma richesse et de rendre ma sœur jalouse. D'autres ont créé des théories élaborées sur la dynamique familiale et le favoritisme. Une partie a décidé que tout était mis en scène pour attirer l'attention. La majorité, heureusement, a reconnu une tentative de meurtre quand elle en a vu une. Un producteur d'une émission de télévision de jour m'a contacté, offrant $15 000 pour une interview exclusive. J'ai refusé. Mitchell m'a conseillé de documenter chaque offre. Si vos parents ou votre sœur essaient de profiter de cette histoire plus tard, nous pourrons utiliser votre refus comme preuve de votre caractère, a-t-il expliqué. L'audience préliminaire a eu lieu 4 semaines après l'incident. Je n'étais jamais entré dans un tribunal auparavant. Les boiseries et l'éclairage cru semblaient oppressants. Vanessa était assise à la table de la défense dans une robe modeste, les cheveux tirés en arrière, un maquillage minimal. Son avocat l'avait clairement coaché pour paraître sympathique. Quand nos regards se sont croisés à travers la salle, j'ai vu quelque chose vaciller dans son expression. Pas du remords, mais une évaluation. Elle calculait si j'allais vraiment aller jusqu'au bout. Je n'ai pas détourné le regard. Elle, si. L'accusation a présenté les enregistrements de sécurité. Les regarder sur un grand écran, avec les halètements des étrangers remplissant la pièce, a rendu tout cela réel d'une nouvelle manière. L'angle de la caméra avait parfaitement capturé le visage d'Emma alors qu'elle tombait. Terreur, confusion, trahison. 7 ans et incapable de comprendre pourquoi sa tante voulait sa mort. Le juge a examiné les preuves avec une expression sombre. L'accusé est renvoyé devant le tribunal pour être jugé sur tous les chefs d'accusation, a-t-il annoncé. La caution est fixée à $500 000. Mon père s'est levé immédiatement. Votre honneur, nous avons déjà tout dépensé en frais de justice. Alors l'accusé reste en détention, a interrompu le juge. Affaire suivante. Le visage de Vanessa s'est décomposé. La réalité s'imposait.
Elle allait passer des mois en prison en attendant son procès parce que ses actes étaient si odieux qu'elle représentait un danger pour la société. L'enfant chéri, la princesse de papa, enfermée dans une cellule avec des femmes qui avaient commis des actes de violence similaires. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes nous ont assaillis. Tyler m'a protégée pendant que Mitchell faisait une brève déclaration. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Nous sommes convaincus que justice sera rendue. Un journaliste a crié une question sur le pardon. J'ai arrêté de marcher et je me suis retourné. On ne pardonne pas à quelqu'un d'avoir essayé d'assassiner votre enfant en souriant, ai-je dit clairement. On s'assure qu'il ne pourra plus jamais faire de mal à personne. Cette phrase a été diffusée sur toutes les chaînes d'information locales. Les médias sociaux ont éclaté, partagés entre soutien et critique. J'ai arrêté de lire les commentaires. L'avocat de mes parents a contacté Mitchell, suggérant une médiation. Ils voulaient s'excuser en privé, expliquer leur point de vue, demander de la clémence en échange d'une réconciliation familiale. J'ai demandé à Mitchell de répondre par un seul mot, non. 3 jours plus tard, ma mère s'est présentée chez moi. Tyler a ouvert la porte pendant que j'étais à l'étage avec Emma. J'ai entendu des voix s'élever et je suis descendue pour trouver maman sur le perron, le mascara coulant sur son visage. « S'il te plaît » a-t-elle supplié. « Laisse-moi t'expliquer. » Nous avons paniqué. Nous n'avons pas compris ce qui se passait. Vanessa faisait une dépression et nous pensions. Vous pensiez que la noyade de ma fille importait moins que les sentiments de Vanessa, ai-je dit d'un ton neutre. Vous m'avez tenu par les cheveux pendant qu'Emma était sous l'eau en train de mourir. Vous m'avez dit que je ramenais tout à moi alors que mon enfant suffoquait. Nous avons fait une terrible erreur. Vous avez fait un choix. Vous avez fait ce choix toute ma vie. Le confort de Vanessa a toujours compté plus que ma sécurité, mon bonheur, la vie de ma fille. J'en ai assez de prétendre que c'est normal. Maman a tendu la main vers moi. Tyler s'est interposé. Vous devez partir, a-t-il dit fermement. Nous avons demandé une ordonnance de protection, et vous n'êtes pas censé être ici. Son visage est devenu blanc. Vous avez demandé une ordonnance de protection contre vos propres parents? Contre des gens qui ont mis ma fille en danger et qui le referaient si cela signifiait protéger Vanessa, ai-je corrigé. Partez maintenant ou j'appelle la police. Elle est partie, sanglotant dans son téléphone, appelant probablement papa, cherchant du réconfort pour ses sentiments blessés. L'ironie lui échappait complètement. Ce soir-là, Emma a posé la question que je redoutais. Pourquoi papy et mamie ont aidé Tati Vanessa à me faire du mal? Ils ne m'aiment pas. Tyler et moi avions discuté de la manière de gérer cela avec le docteur Nakamura. L'honnêteté, adaptée à son âge, mais la vérité. Parfois, les gens font de très mauvais choix parce qu'ils ne réfléchissent pas clairement, ai-je dit avec précaution. Tes grands-parents se sont embrouillés sur ce qui était important et ils t'ont fait du mal à cause de ça. Ce n'est pas de ta faute et ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Est-ce qu'ils vont s'excuser? Ils ont dit des mots qui ressemblent à des excuses, ai-je admis. Mais de vraies excuses signifient changer de comportement et comprendre ce que l'on a fait de mal. Ils n'ont pas fait ça. Ils pensent toujours que protéger Vanessa était plus important que de te protéger toi. Emma a réfléchi à cela en silence. Finalement, elle a dit, je ne veux plus les voir. Tu n'auras pas à le faire, ai-je promis. Jamais. Le soulagement sur son visage m'a brisé le cœur. Une enfant de 7 ans ne devrait pas avoir à craindre ses grands-parents, mais c'était le cas, et j'avais échoué à la protéger de plus tôt. L'audience pour la garde d'Ivy a eu lieu 2 mois avant le procès de Vanessa. Vanessa est apparue par vidéoconférence depuis la prison, son visage creusé et gris sur l'écran. J'y ai assisté, assise au fond de la salle d'audience. L'ex-mari de Vanessa, James, s'était remarié, et sa nouvelle femme a témoigné sur la création d'un foyer stable pour Ivy. Les services sociaux avaient évalué les 2 foyers. Le rapport était accablant pour Vanessa, même avant l'accusation de tentative de meurtre. Ivy vivait principalement avec James depuis la séparation de toute façon. Vanessa avait des visites sporadiques, annulant souvent quand quelque chose de plus important se présentait.
L'assistante sociale a témoigné qu'Ivy avait exprimé sa peur de rester avec sa mère après l'incident de la fête d'anniversaire. Elle m'a demandé si sa mère la pousserait aussi si elle la mettait en colère, a dit doucement l'assistante sociale. Le juge a accordé la garde exclusive à James, avec un droit de visite nul pour Vanessa. Même après sa sortie de prison, Ivy devrait faire une demande en tant qu'adulte si elle voulait un jour revoir sa mère. Vanessa a sangloté pendant toute l'audience. Son avocat a soutenu que punir sa relation avec sa fille était excessif, qu'elle n'avait jamais fait de mal à Ivy. Le procureur a souligné qu'elle avait tenté de tuer sa nièce par jalousie, et qu'Ivy n'était qu'un autre rappel de ses échecs perçus. Quand Ivy a quitté la salle d'audience en tenant la main de James, elle semblait plus légère, en quelque sorte libérée. À l'approche de la date du procès, mes parents ont fait une dernière tentative de réconciliation. Ils ont envoyé une lettre par l'intermédiaire de leur avocat, offrant de témoigner contre Vanessa si je demandais une peine plus clémente pour eux. Ils sacrifiaient leur propre fille pour se sauver. Mitchell m'a montré la lettre dans son bureau. Ils prétendent que Vanessa les a manipulés, qu'ils n'ont pas compris la gravité de la situation avant qu'il ne soit trop tard. Ils sont prêts à dire qu'elle a tout planifié et qu'ils ont été victimes de sa manipulation psychologique. Qu'en pensez-vous, ai-je demandé. Je pense que ce sont des lâches qui essaient de minimiser leur culpabilité, a dit Mitchell sans détour. Mais leur témoignage pourrait renforcer l'affaire de préméditation contre votre sœur. J'y ai réfléchi pendant 3 jours. Finalement, j'ai dit à Mitchell de refuser l'offre. Ils ont fait leur choix. Qu'ils l'assument. Il a souri sombrement. La justice plutôt que la vengeance. Je respecte ça. Mais il ne s'agissait pas de justice ou de vengeance. Il s'agissait de vérité. Ils avaient tous fait des choix délibérés ce jour-là. Vanessa avait choisi la violence. Mes parents avaient choisi la complicité. Je ne laisserai aucun d'eux réécrire l'histoire pour échapper aux conséquences. Les cauchemars d'Emma se sont intensifiés à l'approche du procès. Elle se réveillait en hurlant, parlant de l'eau remplissant ses poumons, de mains la poussant vers le bas, d'adultes riant pendant qu'elle se noyait. Tyler et moi dormions à tour de rôle dans sa chambre, maintenant une présence constante. Le docteur Nakamura a prescrit des anxiolytiques à court terme et a augmenté les séances de thérapie à 3 fois par semaine. Elle traite le traumatisme, a expliqué le médecin. Le procès va tout faire remonter à la surface. Nous devons lui donner des outils pour y faire face. La semaine précédant le procès, l'école d'Emma a appelé. Elle avait eu une crise de panique pendant les cours de natation en éducation physique. Le professeur avait insisté pour que tous les élèves participent, et Emma s'était figée au bord de la piscine, hyperventilant et pleurant. L'infirmière de l'école nous avait appelés pour que nous venions la chercher. Je suis arrivée et j'ai trouvé Emma blottie dans le bureau de l'infirmière, enveloppée dans une couverture malgré la chaleur. « Je n'ai pas pu le faire, maman », a-t-elle murmuré. Tout le monde regardait, et je n'arrivais pas à entrer dans l'eau. « Ce n'est pas grave », l'ai-je rassurée. « Tu n'as pas à nager tant que tu n'es pas prête. » Mais ses camarades de classe avaient assisté à sa crise. Les enfants pouvaient être cruels. Je m'inquiétais du harcèlement, que le traumatisme d'Emma ne la définisse. Ce soir-là, j'ai écrit une lettre à l'école pour demander un aménagement. Emma serait dispensée des activités aquatiques pour une durée indéterminée, avec des devoirs alternatifs. La directrice a appelé le lendemain. Nous avons vu les reportages, a-t-elle dit doucement. Nous aurions dû être plus sensibles aux besoins d'Emma. Cela ne se reproduira pas. Petite consolation. Au moins, l'école d'Emma comprenait ce que ma famille refusait de reconnaître. Certaines blessures ne guérissent pas selon un calendrier pratique. Le travail de Tyler avait été incroyablement compréhensif, mais la tension se voyait. Il avait pris 3 semaines de congé immédiatement après l'incident, puis était revenu à un horaire modifié. Son patron l'avait pris à part après une réunion où Tyler était complètement absent, regardant dans le vide. « Prends tout le temps dont tu as besoin », avait dit son patron. La famille d'abord, toujours. Mais Tyler se sentait coupable de la charge de travail qui retombait sur ses collègues. Il se sentait coupable de ne pas avoir entendu le premier appel à l'aide d'Emma plus tôt.
Il se sentait coupable de tout, sauf des choses dont il aurait dû se sentir coupable, c'est-à-dire de rien. Un soir, après qu'Emma se soit enfin endormie, Tyler s'est effondré. J'aurais dû être plus près, a-t-il dit, les larmes coulant. J'aurais dû remarquer que quelque chose n'allait pas plus tôt. C'est quelques secondes supplémentaires. Tu lui as sauvé la vie, l'ai-je interrompu fermement. Tu es le seul qui a agi comme un être humain décent ce jour-là. Tu n'as aucune raison de te sentir coupable. Mais si j'avais été plus rapide, elle serait quand même traumatisée. Elle aurait quand même failli se noyer parce que ma sœur est un monstre et que mes parents sont des complices. Tu as tout fait correctement. Tu es le héros de cette histoire. Il m'a tenu dans ses bras pendant que nous pleurions tous les deux. Deux personnes essayant de maintenir ensemble une famille fracturée par la violence et la trahison. Mes parents ont engagé un avocat coûteux qui a tenté de dépeindre Vanessa comme mentalement instable, victime d'une dépression postpartum qui n'avait jamais été correctement traitée. Ils ont prétendu que j'avais toujours été l'enfant préféré, et que la dépression de Vanessa était le résultat d'années de négligence et de favoritisme. J'ai aussi engagé un avocat. Bradford Mitchell, un procureur devenu avocat de la défense, connu pour son intransigeance. Lors de notre première rencontre, j'ai tout exposé. Ils vont prétendre que ce n'était pas prémédité, lui ai-je dit. Que ma sœur a eu une crise psychotique. Bradford a joint le bout de ses doigts. Les images montrent le contraire. Elle s'est rendue à la fête, a agi normalement à son arrivée, puis a calculé le moment exact pour un impact maximal. Elle a poussé votre fille vers l'eau libre, pas vers la terrasse. Pendant que votre fille se noyait, elle a méthodiquement détruit des biens. Ce n'est pas de la psychose. C'est de la rage avec des conséquences intentionnelles. Il avait raison. L'accusation a bâti un dossier en béton. L'historique des médias sociaux de Vanessa révélait des mois de publications pleines de ressentiments sur ma vie. Elle avait écrit des comparaisons détaillées entre nos situations, se présentant toujours comme la victime. Des témoins ont parlé de son comportement avant la fête, la décrivant comme en colère mais cohérente. La défense de mes parents s'est effondrée lorsque leurs propres textos ont été réquisitionnés. Des messages entre eux montraient qu'ils savaient que Vanessa prévoyait de me confronter à la fête. Ils discutaient de la nécessité de s'assurer que je comprenne la douleur que je causais à ma sœur. Bien que ce ne soit pas une preuve explicite de complot, cela démontrait qu'ils avaient anticipé un conflit et choisi le camp de ma sœur avant même que quoi que ce soit n'arrive. La stratégie de la défense est devenue claire lors de la sélection du jury. Ils voulaient des parents dans le jury, des gens qui pourraient sympathiser avec le stress de la rivalité fraternelle et des dynamiques familiales. Mitchell a contré en s'assurant que nous avions des parents qui donneraient réellement la priorité à la sécurité des enfants plutôt qu'aux sentiments des adultes. Le procès a duré 5 semaines. La déclaration liminaire de l'accusation était dévastatrice dans sa simplicité. Cette affaire concerne une femme qui a tenté d'assassiner sa nièce de 7 ans parce qu'elle était jalouse d'une fête d'anniversaire, a déclaré le procureur. Pendant que cet enfant se noyait, les parents de l'accusé ont physiquement empêché la mère de l'enfant de la sauver. Les preuves montreront qu'il ne s'agissait pas d'un moment d'égarement, mais d'un acte de violence calculé, enraciné dans des années de ressentiment. L'avocat de Vanessa a tenté de peindre le tableau d'une mère célibataire en difficulté, dépassée par les exigences de la vie, souffrant d'une maladie mentale non diagnostiquée. Ma cliente a commis une terrible et tragique erreur dans un moment de crise psychologique, a-t-il plaidé. Elle n'avait pas l'intention de faire du mal à Emma. Elle voulait l'attention de sa sœur, le soutien de sa famille, la reconnaissance de sa douleur. Ce qui s'est passé était un accident né du désespoir, pas de la malveillance. La salle d'audience était comble tous les jours. Des étrangers qui avaient suivi l'histoire en ligne, des habitués des tribunaux, des amateurs de faits divers, des journalistes de 3 États. Ils remplissaient chaque siège, se penchant pour voir la femme qui avait poussé un enfant dans l'océan. J'ai témoigné pendant une journée entière, racontant chaque détail. Mitchell m'avait préparé à fond, mais rien ne peut vraiment préparer quelqu'un à disséquer le pire moment de sa vie sous un contre-interrogatoire hostile. L'avocat de Vanessa a tenté d'établir que j'avais délibérément exclu ma sœur de la vie d'Emma, que j'avais étalé ma réussite, que j'avais provoqué sa souffrance par des démonstrations de richesse irréfléchie.
N'est-il pas vrai que vous avez beaucoup publié sur les réseaux sociaux au sujet des réussites de votre fille, a-t-il demandé. J'ai publié des choses normales pour un parent, ai-je répondu calmement. Des photos d'école, des fêtes d'anniversaire, des rentrées des classes. Ce que les parents typiques partagent. Et vous saviez que votre sœur avait des difficultés financières. Je savais qu'elle avait pris de mauvaises décisions financières et refusé l'aide qu'on lui offrait. N'avez-vous jamais considéré que vos démonstrations pourraient la blesser? Mitchell a objecté avant que je puisse répondre. L'avocat suggère que la victime a causé la tentative de meurtre de sa propre fille en vivant sa vie. C'est absurde et offensant. Le juge a été d'accord. Objection retenue. Passez à autre chose, maître. Mais la tentative de nuire était claire. Il voulait que le jury croie que j'avais d'une manière ou d'une autre poussé Vanessa à la violence par ma réussite et mon bonheur, comme si exister pleinement dans ma propre vie était une provocation à la tentative de meurtre. Le tribunal a visionné les enregistrements de sécurité le 3e jour du procès. L'accusation les avait fait améliorer, montrant tout avec une clarté douloureuse. Le jury a vu Vanessa scruter la foule, calculant. Ils l'ont vu s'approcher d'Emma avec une intention claire. Ils ont vu la pousser, à 2 mains et puissante, dirigée vers l'eau libre plutôt que vers la terrasse. Des halètements ont rempli la pièce lorsque le sourire narquois de Vanessa est devenu visible sur le grand écran. Une jurée a mis sa main sur sa bouche, visiblement bouleversée. Plusieurs semblaient écœurés lorsque l'horodatage a montré combien de temps Emma était restée sous l'eau pendant que mes parents me retenaient. La défense a tenté de faire valoir que la vidéo était mal interprétée. Ce qui semble être un sourire pourrait être une grimace de détresse, a affirmé l'avocat de Vanessa. Les expressions faciales dans des situations de crise sont souvent mal interprétées. L'accusation a fait appel à une psychologue légale spécialisée dans les micro-expressions. Elle a analysé la séquence image par image. C'est un véritable sourire, plus précisément un sourire de mépris, a-t-elle témoigné. Tyler a témoigné le 5e jour. Il a décrit sa plongée dans l'eau froide, la panique de ne pas trouver immédiatement Emma, la terreur de remonter son corps inerte. Sa voix s'est brisée en décrivant les compressions de RCP sur la petite poitrine de sa fille. Je la croyais morte, a-t-il dit doucement. Elle ne respirait pas, ne bougeait pas. Je pensais que Vanessa l'avait tuée et s'en était tirée. L'avocat de la défense a commis une erreur critique lors du contre-interrogatoire. Monsieur Tyler, n'est-il pas vrai que la famille de votre femme a toujours eu des tensions? Que cet incident a été le point culminant d'années de dysfonctionnement? La mâchoire de Tyler s'est crispée. Le seul dysfonctionnement était que la famille de ma femme a toujours choisi les sentiments de Vanessa plutôt que la sécurité et le bonheur de tous les autres. Ce dysfonctionnement a failli coûter la vie à ma fille. La seule chose que cet incident a fait culminer, c'est ma compréhension que mes beaux-parents étaient prêts à laisser un enfant mourir pour éviter de contrarier leur fille préférée. Plusieurs jurés ont hoché la tête. La défense avait espéré répartir le blâme, en faire une question d'échec familial généralisé. Au lieu de cela, Tyler avait cristallisé exactement qui portait la responsabilité. Des témoins de moralité ont témoigné pour les deux parties. Mes anciens collègues m'ont décrite comme dévouée et attentionnée. Les professeurs d'Emma ont parlé de la gentille enfant bien adaptée qu'elle était avant l'incident. La famille de Tyler a parlé de notre vie de famille stable et de notre dévouement à Emma. La défense a fait venir des amis de Vanessa, qui l'ont dépeinte comme dépassée et incomprise. Une femme a témoigné que Vanessa lui avait pleuré en disant qu'elle se sentait invisible, que j'avais volé l'amour de ses parents. Une autre a affirmé que Vanessa avait parlé de ses problèmes de santé mentale et n'avait reçu aucun soutien. L'accusation a détruit ces témoignages lors du contre-interrogatoire. Est-ce que mademoiselle Vanessa a déjà mentionné la thérapie que sa sœur a proposé de payer, et qu'elle a refusé? Non, elle ne l'avait pas fait. A-t-elle mentionné les opportunités d'emploi que sa sœur a aidé à organiser, et qu'elle a déclinées? Non. A-t-elle mentionné que sa sœur invitait sa fille à chaque événement familial et achetait des cadeaux d'anniversaire et de Noël quand Vanessa prétendait ne pas pouvoir se le permettre? Silence. Chaque question révélait le même schéma. Vanessa avait réécrit l'histoire dans son propre esprit, se présentant comme la victime tout en rejetant chaque main tendue.
La partie du procès concernant mes parents était presque pire que celle de Vanessa. Regarder les images d'eux m'attrapant, me maintenant, me criant dessus pendant qu'Emma se noyait, cela a brisé quelque chose en moi que je ne savais pas encore intact. Leur défense était qu'ils avaient cru que je surréagissais, qu'Emma savait nager, que Vanessa avait besoin d'une intervention immédiate avant qu'elle ne se blesse. Nous avons pris une décision en une fraction de seconde sur la base d'informations incomplètes, a plaidé leur avocat. Ils pensaient empêcher leur fille de faire quelque chose d'irréfléchi pendant qu'un autre adulte sauvait Emma. L'accusation a démantelé cela efficacement. Emma avait 7 ans. Elle était sous l'eau. Sa mère hurlait qu'elle se noyait. Ces accusés ont choisi de retenir physiquement une mère qui tentait de sauver son enfant en train de se noyer pendant près de 2 minutes. Il n'y a pas de fraction de seconde dans cette durée. C'est un choix soutenu de valoriser le caprice d'une fille plutôt que la vie d'une petite fille. Des témoins ont parlé du favoritisme de mes parents tout au long de mon enfance. Des professeurs qui avaient remarqué ma mère louant le travail médiocre de Vanessa tout en ignorant mes réussites. Des amis de la famille qui avaient vu mon père annuler mes événements pour assister à ceux de Vanessa. Un ancien conseiller d'orientation qui avait recommandé une thérapie familiale pour le dysfonctionnement évident, que mes parents avaient refusé. La défense a essayé de présenter cela comme une dynamique fraternelle normale, mais le schéma était trop clair. Vanessa avait toujours été au centre, choyée, priorisée. J'avais été la responsable, celle qui devait réussir sans soutien, puis on m'en voulait pour cette réussite. Vos parents ont créé le monstre qui a poussé Emma dans l'océan, a dit Mitchell lors de sa plaidoirie finale. Puis ils ont nourri ce monstre avec la vie de votre fille pour le garder satisfait. Ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est une mise en danger d'enfant délibérée et soutenue sur des décennies. Emma n'a pas eu à témoigner grâce à son âge et aux preuves vidéo, mais l'accusation a soumis son dossier médical. Les évaluations psychologiques ont montré un traumatisme grave. Elle a développé une peur de l'eau, des cauchemars et des crises d'angoisse. Sa thérapeute a témoigné de l'impact à long terme de la quasi-noyade alors que sa tante et ses grands-parents agissaient avec une cruauté délibérée. Vanessa a témoigné pour sa propre défense, ce que son avocat a plus tard admis être une erreur. Sous le contre-interrogatoire, elle a maintenu qu'elle voulait seulement me donner une leçon d'humilité. Elle a prétendu qu'elle pensait qu'Emma savait nager et qu'elle aurait juste peur, sans être en danger. L'eau était juste là, a dit le procureur. Vous avez poussé une enfant de 7 ans par-dessus une balustrade dans l'océan. Quelle leçon nécessite cela? Vanessa a bafouillé. Je voulais que sa mère ressente ce que je ressens tous les jours. L'impuissance, l'impression d'être dans l'ombre, comme si rien de ce que je fais n'a d'importance. Alors vous avez essayé de tuer sa fille? Non, je voulais juste. Vanessa s'est effondrée en larmes. Je voulais que quelqu'un fasse attention à ma douleur. Le jury a délibéré pendant 8 heures. Vanessa a été reconnue coupable sur tous les chefs d'accusation. Mes parents ont été reconnus coupables de mise en danger d'enfants et de séquestration criminelle. Le prononcé de la peine a eu lieu 6 semaines plus tard, laissant le temps pour les enquêtes et rapports présententiels. Vanessa a reçu 15 ans. Mes parents ont chacun reçu 3 ans, avec possibilité de libération conditionnelle après 18 mois. La salle d'audience a explosé. Vanessa sanglotait. Ma mère a crié que j'avais détruit la famille. Papa était assis en silence, le visage gris. Je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni justification, ni soulagement, juste un vide là où se trouvait ma famille. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes ont afflué. J'avais préparé une déclaration avec l'aide de Mitchell. Ma fille a failli mourir parce que ma sœur était jalouse et que mes parents ont donné la priorité à ses sentiments plutôt qu'à la vie de mon enfant. La justice a été rendue, mais aucune peine n'effacera ce qu'Emma a vécu. Nous allons de l'avant, sans eux dans nos vies. La vraie vengeance n'était pas les condamnations. C'était ce qui a suivi. L'ex-mari de Vanessa, qui avait divorcé d'elle 2 ans auparavant, a demandé la garde exclusive d'Ivy. Les images du procès ont fourni toutes les preuves dont il avait besoin. La garde a été accordée en 1 mois. Ivy grandirait en sachant que sa mère avait tenté de tuer sa cousine par dépit. Mes parents ont tout perdu.
Les frais de justice les ont ruinés. Leurs amis les ont abandonnés après avoir vu les enregistrements de sécurité. Leur communauté religieuse leur a demandé de ne plus venir. L'associé de mon père a dissous leur entreprise, incapable de supporter l'association. Ils ont tous les deux écrit des lettres depuis la prison. De longues excuses décousues qui blâmaient le stress, la santé mentale, les malentendus, et moi pour ne pas avoir été plus sensible aux difficultés de Vanessa. Ils voulaient le pardon. Ils voulaient une autre chance. J'ai brûlé les lettres sans répondre. La famille de Tyler nous a complètement accueillis. Sa mère est devenue la grand-mère sur d'Emma, celle qui se présentait à chaque événement scolaire et ne mentionnait jamais Vanessa. Son père a appris à Emma à nager dans leur piscine, doucement, l'aidant à se réapproprier ce que ma sœur lui avait volé. La thérapie d'Emma a continué pendant 3 ans. Elle a guéri progressivement, bien que les cicatrices soient restées. Pour son 10e anniversaire, elle a demandé une fête dans un bowling. Loin de l'océan, a-t-elle précisé. Un endroit avec des murs. Nous lui avons organisé la meilleure fête de bowling imaginable. Musique forte, pizza, des cadeaux empilés. Toute la famille de Tyler est venue. Les amis d'Emma riaient et jouaient. Tout ce que ce 7e anniversaire aurait dû être. Alors qu'Emma soufflait ses bougies, j'ai pensé à mes parents assis en prison, à Vanessa dans sa cellule, à Ivy grandissant sans sa mère. L'horreur que je leur avais promise n'était ni dramatique ni théâtrale. C'était la simple réalité. Ils se sont détruits eux-mêmes au moment où ils ont choisi la cruauté plutôt qu'un enfant qui se noyait. J'ai juste fait en sorte que le monde sache ce qu'ils avaient fait. Emma a fait son vœu et a ouvert les yeux. Le meilleur anniversaire de tous les temps, maman. Je l'ai serrée fort dans mes bras, respirant l'odeur de ses cheveux. Elle était vivante, elle riait, elle guérissait. Ils étaient dans des cages qu'ils avaient eux-mêmes construites, et je dormirais sur mes 2 oreilles en sachant qu'ils ne pourraient plus jamais lui faire de mal. C'était ça, la vraie vengeance. Pas la punition, mais la protection, la certitude absolue que ma fille était en sécurité, loin d'eux pour toujours, pendant qu'ils vivaient avec les conséquences de leur choix. Parfois, la nuit, j'entends encore la voix de Vanessa dire « Tu le mérites ». Mais ensuite, je vais voir Emma, dormant paisiblement dans son lit, et je sais qu'elle avait tort. Emma méritait la sécurité, l'amour et une mère qui se battrait contre le monde entier pour la protéger. Et c'est exactement ce que je lui avais donné. 5 ans ont passé depuis ce jour. Emma a maintenant 12 ans, et s'épanouit malgré tout. Elle a recommencé à nager, participant à des compétitions avec l'équipe de son école. Chaque ruban qu'elle gagne est comme une nouvelle victoire sur ce que ma sœur a essayé de lui prendre. Vanessa écrit de temps en temps, toujours de prison. Ses lettres arrivent avec l'adresse de retour de l'établissement. Je ne les ouvre plus. Il n'y a rien qu'elle puisse dire qui ait de l'importance. Mes parents ont été libérés après avoir purgé 20 mois. Ils ont déménagé dans un autre État, essayant de reconstruire leur vie parmi des étrangers qui ne connaissaient pas leur histoire. Ils n'ont jamais rencontré le petit frère d'Emma, né 3 ans après l'incident. Ils ne le rencontreront jamais. Lors de sa dernière séance de thérapie avant de terminer son traitement, la psychologue d'Emma lui a demandé ce qu'elle avait appris de tout cela. Emma a réfléchi un long moment avant de répondre. Certaines personnes sont tellement concentrées sur ce qu'elles n'ont pas qu'elles détruiront ce que vous avez, a-t-elle dit. Mais elles ne peuvent pas vous enlever ce qui compte vraiment, à moins que vous ne les laissiez faire. Des paroles sages de la part de quelqu'un qui venait d'avoir 10 ans et qui n'aurait pas dû avoir à apprendre de telles leçons. Mais elle l'avait fait, elle avait survécu, et elle en était plus forte d'une manière que j'admirais et pleurais à la fois. Le restaurant en bord de mer a fermé 2 ans après l'incident, incapable de se remettre de l'association avec ce qui s'était passé. Le bâtiment est maintenant vide, les fenêtres sombres, les ballons dégonflés et balayés depuis longtemps. Parfois, je passe devant en voiture, me souvenant de ce jour. L'horreur sur les visages de ma famille quand ils ont enfin compris ce qu'ils avaient fait n'a pas été immédiate. Elle s'est construite lentement, à travers le procès, les condamnations, les conséquences qui ne cessaient de se multiplier. Ils voulaient de l'attention, de la validation, être vus. Au lieu de cela, ils sont devenus tristement célèbres. La vidéo de ma sœur poussant Emma,
de mes parents me retenant, a des millions de vues sur diverses plateformes. Leurs visages sont reconnus. Leurs noms sont synonymes de cruauté. C'est la vengeance qui continue de donner. Ils ne peuvent pas échapper à ce qu'ils ont fait. Cela les suit partout, dans chaque nouvelle demande d'emploi, chaque tentative de repartir à zéro, chaque fois que quelqu'un les reconnaît et recule. Pendant ce temps, Emma apprend l'algèbre, se dispute au sujet des privilèges de téléphone, et rêve de devenir biologiste marine. Elle veut étudier l'océan qui a failli la tuer, pour le comprendre et le respecter plutôt que de le craindre. Elle est extraordinaire, non pas à cause de ce qui lui est arrivé, mais malgré cela. Et chaque jour où elle s'épanouit est un autre jour qui prouve que ma sœur a échoué. L'horreur que je leur avais promise n'était pas un seul moment. C'était ceci, vivre avec ce qu'ils avaient fait tout en regardant de loin notre épanouissement sans eux. Savoir qu'ils avaient échangé leur famille contre de la jalousie et n'avaient rien obtenu en retour, si ce n'est des conséquences. Cette fête d'anniversaire en bord de mer a tout terminé pour eux. Elle était censée tout terminer pour nous aussi. Mais nous avons survécu, nous nous sommes adaptés, et nous avons construit quelque chose de mieux à partir des décombres. Et c'est la meilleure des vengeances.